Il a offert 100 millions à un garçon simplement pour plaisanter, convaincu que la victoire était déjà acquise. Mais quelques minutes plus tard, toute la place s'est figée lorsque l'enfant a joué le coup qui a tout changé. Abonne-toi à la chaîne et écris dans les commentaires depuis quelle ville tu regardes cette histoire. La place se trouvait au cœur de la ville, mais elle semblait oubliée par le temps. L'asphalte était craquelé comme une vieille peau, et au centre se dressait une fontaine depuis longtemps asséchée, dont le bassin portait encore les traces de mousse et de rouille. Autrefois, on disait que l'eau y chantait et que les enfants y couraient en riant. Désormais, elle n'était plus qu'un creux silencieux autour duquel les passants se hâtaient, les yeux baissés, pressés par leur propre vie. Pour la plupart, cette place n'était qu'un raccourci entre deux rues, un espace à traverser sans s'y arrêter, un endroit où l'on ne voyait que ce que l'on voulait bien voir. Chaque jour pourtant, un garçon venait s'y installer comme si la place lui appartenait. Il s'appelait Ethan Carter, il avait 11 ans et il arrivait toujours à peu près à la même heure, quand le soleil était déjà assez haut pour réchauffer la pierre froide du sol. Il portait des vêtements usés, souvent trop courts pour sa taille, et allait presque toujours pieds nus. Non par défi, ni par romantisme, mais parce que c'était ainsi. Les chaussures étaient un luxe que l'on remettait toujours à plus tard. Ethan ne venait pas pour mendier, ni pour attirer la pitié. Il venait avec une planche de bois peinte à la main, marquée de cases noires et blanches légèrement effacées par le temps, et avec un petit sac contenant des pièces d'échecs sculptées de manière imparfaite. Elles n'étaient pas identiques. Certaines penchaient d'un peu, d'autres portaient des fissures anciennes, mais elles avaient une présence, presque une âme. Son grand-père les avait fabriquées une par une le soir après le travail, avec une patience que seul l'amour s'est donnée. Pour Ethan, ces pièces n'étaient pas un jeu. Elles étaient une voix venue du passé, une preuve que quelqu'un, autrefois, avait cru en lui. Quand Ethan posait l'échiquier sur le sol, quelque chose changeait en lui. Le bruit de la ville devenait lointain. La faim cessait de se rappeler à lui, et la honte qu'il ressentait parfois, à cause de ses vêtements ou de ses pieds nus, se dissolvait dans la concentration. Les échecs étaient là, le seul endroit de sa vie où la pauvreté n'avait pas le dernier mot. Là, seuls comptaient les idées, la patience, la capacité de voir plus loin que le prochain pas. Ce jour-là, la chaleur était lourde, presque oppressante. Les passants semblaient plus irritables que d'habitude, comme si le soleil avait aiguisé leur fatigue. Ethan venait de terminer d'installer ses pièces lorsqu'un homme pressé traversa la place d'un pas rapide, les yeux rivés sur son téléphone. Il ne vit pas l'enfant, ou peut-être choisit-il simplement de ne pas le voir. Son épaule heurta Ethan avec brusquerie. Tout se passa en une fraction de seconde. Ethan tenta de se rattraper, mais il n'eut pas le temps. La planche glissa de ses mains, heurta violemment l'asphalte, et les pièces s'envolèrent dans toutes les directions. Le bruit sec du bois frappant le sol résonna comme un coup de tonnerre dans la tête du garçon. Autour de lui, les passants ralentirent à peine. Certains jetèrent un regard rapide avant de reprendre leur chemin. Le roi roula jusqu'au bord de la fontaine, s'arrêtant contre une paroi couverte de poussière. La reine se fendit en deux avec un craquement sinistre. Les pions se dispersèrent comme de petits soldats après une défaite écrasante. Puis Ethan vit le cavalier, sa pièce préférée, celle que son grand-père avait travaillée plus longtemps que les autres, en disant que le cavalier était la figure la plus étrange et la plus belle, parce qu'il avançait autrement. La tête du cavalier s'était détachée de son corps et gisait à quelques centimètres, irréparable à première vue. Ethan resta immobile. C'était comme si l'air avait quitté sa poitrine. Il n'entendait plus les voitures, ni les voix, ni même le battement de son propre cœur. Il ne voyait que les morceaux de son échiquier, éparpillés sur le sol. Ce n'était pas seulement du bois brisé, c'était un souvenir fracassé, une promesse ancienne qu'on venait d'écraser sans même s'excuser. Son grand-père avait été le seul adulte à le regarder, non comme un fardeau, mais comme quelqu'un qui pouvait devenir quelque chose. Avec lui, Ethan avait appris que réfléchir valait mieux que frapper, que la patience était une force, et que perdre une partie n'était pas une honte, tant qu'on comprenait pourquoi. Chaque pièce racontait une histoire, et voir le cavalier brisé, c'était comme perdre à nouveau cet homme, qui lui manquait déjà tant. Près de la place, un vieil homme vendait des journaux depuis des années. Il s'appelait Walter Grant, 70 ans passés, le dos voûté et les mains tremblantes. Non de faiblesse, mais de fatigue accumulée au fil d'une vie de travail. Il connaissait Ethan.
le voyait presque tous les jours, et sans jamais l'avoir dit, il le considérait un peu comme un petit-fils. En voyant le garçon figé devant ses pièces, Walter comprit immédiatement que ce n'était pas un simple accident. Il s'approcha lentement et s'agenouilla à côté d'Ethan. Sans poser de questions inutiles, il commença à ramasser les pièces une à une. Quand il leva les yeux vers le visage du garçon, il vit quelque chose que beaucoup d'adultes confondaient avec un caprice, mais qui était en réalité bien plus grave. Un désespoir silencieux, celui qui naît quand on a déjà trop peu et qu'on vous enlève encore. Walter connaissait la situation d'Ethan. Le garçon vivait avec ses parents dans une petite chambre d'un foyer bon marché. Sa mère, Mary Carter, nettoyait des bureaux la nuit, rentrant au petit matin avec les épaules lourdes et les mains abîmées par les produits. Son père, Jack Carter, s'était blessé au dos des années plus tôt et ne trouvait plus que des petits travaux irréguliers. La douleur ne le quittait jamais vraiment, mais il faisait semblant de tenir pour ne pas inquiéter sa famille. Dans ce contexte, les échecs n'étaient pas un jeu, ils étaient une bouée. Walter fouilla dans son sac et en sortit un petit pot de colle forte. Il l'avait acheté quelques jours plus tôt avec l'argent qu'il aurait pu utiliser pour son dîner. Il le tendit à Ethan sans un mot, comme on tend une main. Ensemble, ils s'assirent sur le sol chaud et commencèrent à réparer ce qui pouvait l'être. Ils recollèrent la reine, ajustèrent les pions et finirent par le cavalier. La tête tint en place, mais la fissure restait visible, un trait fin mais indélébile. La planche, peinte à la main des années auparavant, était usée mais encore solide. Walter regarda Ethan et lui dit simplement que ce qui pouvait être réparé devait l'être, et que tant que l'esprit tenait, tout n'était pas perdu. Ethan hocha la tête sans répondre. Il ne savait pas encore que ces mots allaient lui revenir plus tard, quand tout semblerait à nouveau se briser. Lorsque le soir tomba, la place retrouva son agitation habituelle. Ethan disposa à nouveau ses pièces, malgré la fatigue et la tristesse. Il s'assit face à l'échiquier, comme il l'avait fait des centaines de fois, refusant de céder. Non loin de là, dans une rue adjacente, une berline noire avançait lentement. Elle n'avait rien à faire dans ce quartier. À son bord se trouvait un homme pour qui cette place n'était qu'un point sur une carte. Un homme dont la vie allait bientôt entrer en collision avec celle d'un enfant aux pieds nus, sans que ni l'un ni l'autre ne puisse encore imaginer à quel point cette rencontre changerait tout. La berline noire avançait lentement dans les rues étroites du quartier, comme si elle hésitait à s'enfoncer davantage dans un monde qui ne lui appartenait pas. À l'intérieur, Victor Hale regardait par la vitre teintée les façades défraîchies, les commerces modestes, les passants fatigués. Il n'avait pas l'habitude de ces endroits. Habituellement, ses journées se déroulaient entre des bureaux vitrés, des salles de réunion silencieuses et des restaurants où l'on parlait à voix basse de chiffres à 7 zéros. Il était l'un des entrepreneurs les plus riches de la ville, un homme qui avait bâti sa réputation sur sa capacité à gagner, toujours, quelles que soient les circonstances. Victor était connu pour son assurance presque insolente. Il dominait les négociations comme il dominait les conversations, coupant la parole, imposant son rythme, réduisant les autres à des variables secondaires. Pour lui, le monde fonctionnait comme un mécanisme précis, il suffisait d'appuyer au bon endroit pour obtenir le résultat désiré. Les gens, dans cette logique, n'étaient souvent que des pièces interchangeables. S'il se trouvait là ce jour-là, ce n'était pourtant pas par hasard. Quelques heures plus tôt, il avait reçu un message étrange, presque absurde. On lui demandait de se rendre à une vieille place avec une fontaine asséchée, de chercher un garçon jouant aux échecs sur une planche artisanale et de disputer une partie contre lui. Les conditions étaient si singulières qu'il avait d'abord cru à une plaisanterie de mauvais goût. Mais le message contenait un détail qui avait piqué son intérêt, la promesse d'un terrain rare, stratégique pour l'un de ses projets les plus ambitieux. En contrepartie, si Victor perdait, il devrait verser une somme qu'il jugeait humiliante, non pas parce qu'elle le ruinerait, mais parce qu'elle l'obligerait à reconnaître publiquement une défaite. Le nom associé à cette proposition était celui de Nathan Reeve, un grand maître d'échecs respecté, dont même Victor avait entendu parler. Cela suffisait à rendre le défi crédible. L'orgueil et l'appât du gain finirent par l'emporter sur la prudence. Lorsque la voiture s'arrêta près de la place, Victor descendit et ajusta sa veste. Aussitôt, quelque chose changea dans l'atmosphère. Les conversations semblèrent moins se calmer, les regards se tournèrent vers lui. Son costume impeccable,
Sa montre coûteuse et sa démarche assurée, jurée avec l'asphalte fissuré et les visages marqués par le labeur. Il aperçut rapidement l'échiquier posé au sol, près de la fontaine, et le garçon assis devant. Ethan leva les yeux et vit l'homme s'approcher. Il ressentit cette pression familière que provoquent les adultes sûrs de leur importance. Mais il resta assis, droit, les mains posées près des pièces. Victor observa l'enfant quelques secondes, un sourire presque amusé aux lèvres. Le contraste était frappant. Le joueur redouté, celui qui devait représenter un défi digne de ce nom, n'était qu'un garçon aux pieds nus, au regard sérieux. Sans demander la permission, Victor s'assit en face de lui. Il fit un geste à son assistant, resté un peu en retrait, qui apporta un écrin élégant. On en sortit un échiquier luxueux, parfaitement poli, accompagné de pièces lourdes, taillées dans la pierre. D'un geste distrait, Victor poussa la planche artisanale d'Ethan sur le côté. Ce mouvement, anodin pour lui, eut sur le garçon l'effet d'une gifle silencieuse. C'était comme si l'on repoussait la mémoire de son grand-père, comme si on lui disait que ce qui comptait pour lui n'avait aucune valeur. Ethan serra légèrement les dents, mais ne protesta pas. Il avait appris depuis longtemps que répondre ne faisait souvent qu'aggraver les choses. Il se contenta de regarder l'échiquier imposant que Victor venait d'installer, puis releva les yeux vers son adversaire. Victor annonça alors le pari, d'une voix suffisamment forte pour que les passants s'arrêtent. Il parla de 100 millions comme on parlerait d'un chiffre abstrait, presque irréel. Un murmure parcourut la petite foule qui s'était formée. Ethan crut d'abord avoir mal entendu. Une telle somme n'existait pas dans son monde. Elle ressemblait à une plaisanterie cruelle. Mais Victor riait, visiblement satisfait de l'effet produit, et confirma ses paroles. Une feuille fut rapidement griffonnée par l'assistant. Les conditions y étaient écrites simplement, presque à la légère. Victor signa sans hésiter, persuadé qu'il n'avait rien à perdre. Les téléphones se levèrent autour d'eux, capturant la scène. Walter, resté à distance, observait attentivement, conscient que quelque chose d'important était en train de se jouer. La partie commença. Victor prit les pièces blanches et ouvrit le jeu avec assurance. Ses mouvements étaient rapides, précis, presque arrogants. Il aimait donner l'impression que tout était facile pour lui, que même aux échecs, il avançait avec la même domination que dans les affaires. Chaque coup semblait dire qu'il était le maître de la situation. Ethan, en revanche, jouait dans un silence presque religieux. Il ne se précipitait pas. Ses doigts se posaient sur les pièces avec délicatesse, comme s'il les écoutait. Il ne cherchait pas à impressionner qui que ce soit. Pour lui, il n'y avait que l'échiquier, les positions, les possibilités qui se dessinaient lentement. Il voyait des schémas là où Victor ne voyait que des coups isolés. Au fil des minutes, quelque chose changea imperceptiblement. Victor mit plus de temps à jouer, ses sourcils se fronçaient, son regard revenait sans cesse sur certaines pièces. Il commençait à sentir une résistance inattendue. L'enfant ne se contentait pas de répondre, il dirigeait la partie, attirant Victor dans des positions inconfortables, exploitant chaque excès de confiance. Victor tenta d'accélérer, de forcer une issue favorable, mais plus il avançait, plus il se rendait compte qu'il n'était plus celui qui contrôlait le rythme. Une sensation qu'il n'avait pas connue depuis des années s'insinua en lui. Le doute. Ses doigts restaient suspendus au-dessus des pièces, hésitants. Autour d'eux, la foule se faisait plus dense, le silence plus lourd. Puis vint le coup décisif. Ethan le joua sans théâtralité, presque timidement, comme si ce n'était qu'un mouvement parmi d'autres. Pourtant, en un instant, tout devint clair. Le roi de Victor était pris dans un réseau dont il ne pouvait s'échapper. Le mat était inévitable. La place sembla retenir son souffle. Pendant une seconde, personne ne parla. Puis les réactions éclatèrent. Certains applaudirent, d'autres laissèrent échapper un rire incrédule. Quelques-uns essuyèrent des larmes. Le nom d'Ethan fut murmuré, puis prononcé à voix haute. Le garçon restait immobile, conscient de sa victoire, mais incapable d'en mesurer encore la portée. Victor, lui, demeurait assis. Son visage s'était durci. Il regardait l'échiquier comme s'il refusait d'accepter ce qu'il voyait. Se lever et reconnaître sa défaite aurait signifié admettre publiquement qu'un enfant l'avait battu. Cette idée lui était insupportable. Lentement, il se redressa, repoussa sa chaise et déclara que tout cela n'était pas sérieux, que ce n'était qu'un jeu, qu'un enfant ne pouvait rien exiger de lui. Il ignora les murmures indignés
et se dirigea vers sa voiture, la tête haute, comme s'il sortait victorieux d'une scène qu'il venait pourtant de perdre sous les yeux de tous. Derrière lui, Ethan restait assis, partagé entre l'étrange fierté d'avoir gagné et le sentiment confus que cette victoire n'avait peut-être pas le pouvoir de changer quoi que ce soit. Il ne savait pas encore que ce refus, bien plus que le pari lui-même, allait déclencher une chaîne d'événements qui dépasserait de loin une simple partie d'échecs et transformerait la vie de nombreux êtres, à commencer par la sienne. Lorsque Victor Hale quitta la place, laissant derrière lui l'échiquier luxueux et les regards incrédules, le bruit de ses pas résonna longtemps dans l'esprit d'Ethan. La foule se dispersa peu à peu, chacun emportant avec lui l'image étrange d'un enfant ayant vaincu un homme puissant, et celle, plus troublante encore, d'une victoire aussitôt niée. Le soleil commençait à descendre, allongeant les ombres sur l'asphalte fissuré, comme si la place elle-même s'alourdissait de ce qui venait de s'y produire. Ethan resta assis quelques instants, incapable de bouger. Autour de lui, les voix s'éteignaient, mais dans sa tête, tout continuait de tourner. Il avait gagné. Il le savait. Il l'avait senti dans chaque mouvement, dans la certitude tranquille du dernier coup. Pourtant, cette victoire ne ressemblait en rien à ce qu'il avait imaginé. Il n'y avait ni soulagement, ni joie éclatante, seulement une étrange impression de vide. Comme si on lui avait montré, l'espace d'un instant, une porte entr'ouverte vers une autre vie avant de la refermer brusquement. Il finit par rassembler lentement ses pièces. Le cavalier recollé portait toujours sa cicatrice, fine ligne claire sur le bois sombre. Ethan le glissa dans son sac avec un soin particulier, comme s'il craignait qu'il ne se brise encore. Walter s'approcha de lui, posa une main sur son épaule et lui demanda doucement s'il allait bien. Ethan hocha la tête sans vraiment répondre. Il ne savait pas encore comment mettre des mots sur ce qu'il ressentait. Le chemin du retour fut silencieux. Les rues familières semblaient différentes, comme si quelque chose s'était déplacé sans qu'il puisse dire quoi. Lorsqu'il entra dans la petite chambre qu'il partageait avec ses parents, l'odeur de détergent et de fatigue nocturne l'accueillit. Sa mère, Mary, était assise sur le lit, les épaules tombantes, tandis que son père, Jack, se tenait près de la fenêtre, tentant d'étirer discrètement son dos douloureux. Ethan raconta tout. La venue de l'homme riche, le pari, la somme annoncée, la partie, la victoire, puis le refus brutal. Les mots sortaient vite, comme s'il craignait de les perdre s'il s'arrêtait. Pour lui, cette histoire était encore vivante, brûlante, presque irréelle. Pour ses parents, elle prit une autre couleur. Mary pâlit en entendant le nom de la somme promise. Elle posa une main sur sa bouche, non par surprise heureuse, mais par peur. Elle connaissait ce genre d'hommes, même sans les avoir jamais rencontrés. Elle savait ce que pouvait coûter le fait de les mettre en défaut, surtout publiquement. Jack, lui, resta silencieux un long moment. Quand il parla enfin, ce fut d'une voix basse et fatiguée. Il expliqua à son fils que les promesses des puissants n'étaient souvent que des outils et que la justice n'avait pas toujours le même visage pour ceux qui n'avaient rien. Ethan les écoutait, mais au fond de lui, une partie refusait d'abandonner l'idée que la vérité suffisait. Il voulait croire que gagner signifiait quelque chose, qu'un contrat signé, des témoins, des vidéos pouvaient encore avoir un poids. Cette tension entre l'espoir de l'enfant et l'expérience des adultes emplissait la pièce d'un silence lourd. C'est alors que le cavalier tomba. Ethan, en rangeant ses affaires, laissa glisser la pièce de ses doigts. Elle heurta le sol et, dans un bruit sec, la tête se détacha à nouveau du corps. Le même geste, la même rupture, comme une répétition cruelle. Cette fois, Ethan ne resta pas figé. Les larmes montèrent sans qu'il puisse les retenir. Il s'assit par terre, la pièce brisée dans les mains, et pleura. Non pour l'argent, non pour la gloire, mais pour cette espérance fragile qu'on lui avait permis de toucher avant de la lui arracher. Ses parents le laissèrent pleurer. Ils savaient que certaines douleurs ne pouvaient être apaisées par des paroles. Lorsqu'il se calma enfin, la nuit était tombée. La chambre était plongée dans une semi-obscurité, éclairée seulement par un lampadaire extérieur. On frappa à la porte. Mary sursauta, inquiète. Jack alla ouvrir avec précaution. Walter se tenait là, accompagné de plusieurs personnes du quartier. Il y avait la vendeuse du petit magasin au coin de la rue, un mécanicien à la chemise encore tachée de graisse, une femme qui vendait des plats chauds sur la place, et deux jeunes qui passèrent leur journée à traîner près de la fontaine. Ils n'étaient pas venus les mains vides. Walter sortit son téléphone,
puis d'autres firent de même. Ils montrèrent des vidéos, des enregistrements pris sous différents angles. On y voyait clairement Victor annoncer le pari, signer le papier, jouer la partie, perdre, puis refuser de payer. L'une de ces vidéos avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Les vues se comptaient par dizaines de milliers, puis par centaines de milliers. Les commentaires affluaient, indignés, solidaires, furieux. Ethan regardait les écrans avec des yeux écarquillés. Il comprenait soudain qu'il n'était plus seul à porter cette histoire. Elle avait quitté la place pour entrer dans les téléphones, dans les discussions, dans la colère silencieuse de gens qui se reconnaissaient en lui. Walter expliqua qu'il ne pouvait pas laisser cela s'éteindre, que le silence serait la véritable défaite. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent devant l'immeuble de verre où se trouvait le bureau de Victor Hale. Ils n'étaient pas une centaine, mais plusieurs centaines. Des ouvriers en casque, des étudiants, des parents avec leurs enfants, des retraités. Certains employés du bâtiment se mêlaient à la foule, baissant parfois les yeux, parfois levant le poing timidement. Des journalistes installaient leurs caméras, des micros se tendaient. La scène était calme, presque solennelle. Personne ne criait. Ils étaient là, simplement, comme une présence impossible à ignorer. Ethan se tenait entre sa mère et son père. Il avait peur. La façade de verre lui paraissait immense, écrasante. Il se demandait si c'était une erreur, s'il n'allait pas regretter d'être venu. Mais quand il regardait autour de lui, il voyait des visages déterminés, fatigués mais droits. Et pour la première fois, il sentit quelque chose de nouveau sous la peur. La certitude de ne pas être seul. Au sommet du bâtiment, derrière une large baie vitrée, Victor observait la foule. Les conseils de ses avocats, les appels de ses partenaires, les messages alarmants de son équipe défilaient dans son esprit. Mais ce qui le frappa le plus, ce ne fut pas la menace financière. Ce fut l'image d'une femme dans la foule, portant une tenue de nettoyage semblable à celle que sa propre mère avait portée autrefois. Un souvenir qu'il avait soigneusement enfoui refit surface, fissurant l'armure qu'il s'était construite. Et pour la première fois depuis longtemps, Victor Hale sentit que le contrôle lui échappait réellement. La foule restait immobile devant l'immeuble de verre, comme une marée silencieuse qui aurait décidé de ne plus se retirer. Les visages levés vers les étages supérieurs n'exprimaient ni haine ni menace, mais une attente ferme, presque grave. On n'était pas venu pour détruire, ni pour humilier. On était venu pour rappeler qu'une parole donnée avait un poids, et qu'un enfant n'était pas moins digne de justice qu'un homme puissant. À l'intérieur, Victor Hale marchait de long en large dans son bureau. Les murs immaculés, les tableaux abstraits et la vue imprenable sur la ville lui semblaient soudain étrangers. Les voix de ses conseillers résonnaient encore dans son esprit. Ils parlaient de réputation, de partenaires prêts à se retirer, de contrats menacés. Les juristes confirmaient ce qu'ils refusaient d'admettre depuis la veille. La signature, les témoins et les preuves vidéo rendaient le pari juridiquement valable. Chaque minute qui passait alourdissait la situation. Mais ce n'était pas la perspective d'une perte financière qui serrait la poitrine de Victor. L'argent, il savait en gagner, en perdre et en regagner. Ce qui l'atteignait plus profondément était autre chose, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. En observant la foule depuis la baie vitrée, il avait vu des visages qui lui rappelaient un passé qu'il avait soigneusement enfoui. Il avait vu des mains calleuses, des regards fatigués mais droits, et surtout cette femme, debout près d'un enfant, vêtue d'un uniforme de nettoyage semblable à celui que portait autrefois sa mère. Evelyn Hale. Ce nom qu'il n'avait presque jamais prononcé à voix haute depuis des années. Sa mère avait passé sa vie à nettoyer les bureaux d'autres hommes pour qu'ils puissent étudier, apprendre, grimper. Elle rentrait tard, épuisée, mais trouvait toujours la force de lui demander comment s'était passée sa journée. Victor, devenu adulte, avait appris à cacher cette origine. Il l'avait rangée dans un tiroir, comme une faiblesse qu'il fallait dissimuler pour réussir. Il ouvrit ce tiroir presque malgré lui et en sortit une vieille photographie. On y voyait une femme souriante, debout devant un immeuble similaire à celui où il se trouvait à présent, un seau et une serpillière à la main. Victor resta longtemps à la regarder. Pour la première fois depuis très longtemps, il ne ressentit ni gêne ni colère, mais une honte sourde et lourde. Il comprit alors que ce qu'il avait perdu la veille sur la place n'était pas seulement une partie d'échecs. Il avait perdu quelque chose de bien plus essentiel.
Il glissa la photographie dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur, comme pour se rappeler ce qu'il était sur le point de faire. Puis il appela son assistante et lui demanda de préparer un chèque. Sa voix était calme, mais différente. Moins autoritaire, plus grave. Il savait qu'il n'était plus possible de reculer sans se renier complètement. Lorsque les portes du bâtiment s'ouvrirent, un silence presque total s'abattit sur la foule. Victor apparut seul, sans escorte, sans discours préparé. Il avança lentement, traversant l'espace qui le séparait des gens comme on traverse un souvenir douloureux. Chaque pas semblait peser plus que le précédent. Arrivé devant Ethan et ses parents, il s'arrêta. Il sortit une enveloppe de sa veste et la tendit vers le garçon. Sa main trembla légèrement, imperceptiblement pour la plupart, mais Ethan le remarqua. Avant que Victor ne puisse dire quoi que ce soit, Ethan leva les yeux vers lui. Il n'y avait ni triomphe ni colère dans son regard, seulement une question muette. Ethan ne prit pas immédiatement l'enveloppe. Sa voix, quand il parla, était calme mais ferme. Il demanda si Victor faisait cela par peur ou parce qu'il reconnaissait réellement avoir perdu. Cette question, simple et directe, traversa la foule comme une onde. Elle atteignit Victor avec une force qu'aucun avocat n'aurait pu anticiper. Victor inspira profondément. Il sortit la photographie de sa poche et la montra à Ethan, puis à la foule. Il parla de sa mère, de son travail invisible, de la honte qu'il avait ressentie en grandissant, honte qu'il avait transformée en arrogance pour ne plus jamais se sentir petit. Il avoua qu'en voyant Ethan jouer, il n'avait pas vu un enfant, mais un obstacle à sa propre image de puissance, et qu'en perdant, il avait voulu effacer cette réalité plutôt que de l'affronter. Ces mots n'étaient ni grandiloquents ni calculés. Ils étaient simples, parfois maladroits, mais sincères. Il reconnut qu'il avait perdu non seulement la partie, mais aussi le droit de se prétendre supérieur. Il dit qu'il n'avait pas le droit d'arracher à un enfant le fruit de son travail et de son talent. Alors seulement, Ethan prit l'enveloppe. Il ne la serra pas contre lui, ne la leva pas en signe de victoire. Il la tint simplement entre ses mains, comme on tient une preuve que quelque chose d'essentiel a été reconnu. La foule éclata en applaudissements. Certains pleuraient ouvertement. Ce n'était pas l'argent qui était célébré, mais le fait rare qu'un puissant accepte de dire la vérité. Cette journée ne marqua pas la fin de l'histoire, mais son véritable commencement. Victor proposa à Mary Carter un poste dans l'administration de son entreprise, avec la possibilité de se former. Mary hésita, puis accepta à une condition: que les mêmes opportunités soient offertes à tous ceux qui, comme elle, travaillaient dans l'ombre. À la surprise de beaucoup, Victor accepta. Des programmes de formation furent mis en place, les règles devinrent plus transparentes, et des réunions ouvertes permirent à chacun de s'exprimer. Peu après, un homme apparut sur la place, discret mais attentif. Nathan Reeves, le grand maître d'échecs. Il expliqua qu'il avait suivi Ethan depuis longtemps, par respect pour le grand-père du garçon, son ami de jeunesse. Avant de mourir, celui-ci lui avait demandé de veiller sur son petit-fils. Nathan avait choisi Victor non par vengeance, mais parce qu'il représentait l'épreuve ultime. Confronter le talent pur à l'arrogance du pouvoir. Victor accepta de financer l'éducation d'Ethan et sa participation à des tournois. Plus encore, il demanda au garçon de lui apprendre à jouer. Non pour prendre sa revanche, mais pour comprendre. Ethan accepta, à sa manière, avec sérieux et simplicité. Les semaines passèrent. La famille Carter quitta la chambre étroite pour un appartement lumineux. Jack subit une opération qui soulagea enfin sa douleur chronique. Mary étudiait et travaillait dans un bureau où elle n'était plus invisible. Pourtant, Ethan continuait de jouer sur l'échiquier de son grand-père. Le cavalier recollé, avec sa cicatrice visible, restait sa pièce préférée. Ethan insista pour qu'une grande partie de l'argent serve à créer un fonds d'aide pour d'autres enfants du quartier. Avec Walter et Nathan, il chercha des talents, pas seulement aux échecs, mais en mathématiques, en musique, en écriture. Des familles purent souffler, des enfants choisirent l'école plutôt que la survie. 1 an plus tard, la place avait changé. Des tables d'échecs fixes avaient été installées, la fontaine coulait à nouveau, et des cours gratuits étaient proposés. Un soir, alors que le soleil se couchait, Ethan et Victor jouèrent une nouvelle partie, sans caméra ni enjeu. Victor jouait mieux, plus patiemment. Ethan gagna encore, d'un seul coup précis, sans humiliation. Ethan rentra chez lui pieds nus, comme toujours. Non par nécessité, mais par souvenir.
Sa famille l'attendait dans un foyer chaleureux. Sur la table, le cavalier au cou marqué rappelait que tout ce qui est brisé ne disparaît pas forcément. Parfois, cela devient simplement la preuve que l'on a survécu. Et que la dignité, contrairement à l'argent, ne s'achète pas. Elle se reconnaît. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire et d'autres rebondissements inattendus du destin. Écris dans les commentaires de quelle ville tu regardes cette vidéo et partage-la avec ceux qui ont aujourd'hui besoin de croire en la justice.